Bonsoir à tous. Didier Cheminot, donc directeur du pôle de management. Je suis très content de vous accueillir ici ce soir. Alors, ici, CNAM, mais annexe du CNAM, parce qu'effectivement, au vu des inscriptions pour cette conférence, on a décidé de changer de lieu pour avoir un lieu plus grand, plus convivial, afin de vous accueillir. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre des cycles de conférences du pôle management. Je vais passer quand même la parole à François, qui va se faire un plaisir de présenter à la fois notre intervenant de ce soir et puis aussi la thématique qui lui est chère. Merci Didier. Effectivement, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, la plupart d'entre vous, vous savez combien OPT a marqué ma vie et a changé ma vie. J'ai découvert OPT il y a presque 30 ans. Et quand j'ai découvert OPT, en même temps, j'ai fait la connaissance de Philippe, qui m'avait précédé sur OPT de quelques années, qui avait eu la chance de travailler déjà un certain temps avec Elie Goldratt. Et donc, je vous invite à l'écouter avec attention. C'est un grand moment qui se prépare. Il ne va pas nous décevoir, j'en suis sûr. L'ordre du jour de la présentation d'aujourd'hui est toute simple. On va d'abord effectivement rappeler, mais brièvement, qu'est-ce que c'est la théorie des contraintes et ses différentes composantes, parce qu'il y a une partie en production et aujourd'hui on va parler de la partie projet. Donc après, le cœur du sujet sera effectivement sur le management par la chaîne critique des projets, les nouveaux comportements que ça implique, parce que presque comme d'habitude, c'est pas une question d'algorithme ou autre chose technique, c'est surtout une question de comportement individuel et collectif. Je vais présenter des exemples de mise en œuvre et surtout les cas français pour rapprocher ce sujet de vous tous. Brièvement parler de comment on met en œuvre, surtout dans des grosses organisations. Dans des petites, c'est assez facile, mais dans les grosses organisations, c'est plus compliqué. Et conclure. L'ensemble des transparences sont déjà disponibles sur le site de Maris Consulting dans leur intégralité. Donc, effectivement, je fais ça depuis un temps certain. J'ai eu l'honneur de travailler avec l'auteur du but, Elie Goldratt, pendant quelques années. Et apparemment, comme François, cette rencontre, cette injection ne m'a jamais lâché. Et je fais ça depuis 30 ans. J'ai écrit un livre très ennuyeux, mais qui 20 ans plus tard, continue à se vendre à sa manière. Donc, j'ai travaillé dans une centaine d'entreprises, toujours industrielles. Je n'étais pas dans les services de type bancaire et assurance, etc. Mais que ce soit les cartes d'hygiène, les satellites, les petits pois, etc., etc. Bref, tous les produits physiques. Et donc il y a également un site, peut-être, je crois que François en parle dans ses formations, un site que nous avons créé qui est dédié à ce sujet, qui s'appelle Chaîne Critique, qui reprend également une grande partie du contenu que vous allez voir. Il y a cette petite bestiole qui s'appelle Le But. Là, c'est la nouvelle édition, donc vous la connaissez peut-être pas, en rouge, encore plus cher que la dernière fois. Donc la plus vendue, c'est la bleue là. Qui a lu ce livre ? Bien. Donc le livre est étonnant parce qu'il a été écrit en 84, donc il a un certain âge. Donc pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le film, c'est un peu Starsky et Hutch, hein, l'époque, c'est avant Internet. Mais il continue à se vendre et à être recommandé dans la plupart des universités, MBA, etc. Il a très très bien vieilli. Et c'est l'histoire de comment, en découvrant la théorie des contraintes, le héros de ce roman, puisque c'est un roman, sauve son usine. Voilà, et donc juste deux éclairages tout récents. Élu un des meilleurs 25 livres les plus importants du management par Time Magazine en 2011 et utilisé par Jeff Bezos, le patron de Amazon, pour redéfinir le but de l'entreprise Amazon et pour construire la supply chain qui, vous avez peut-être remarqué, marche assez bien. Alors, le problème, effectivement, qui est perturbant avec la théorie des contraintes, c'est que tous les patrons d'entreprise, quels qu'ils soient, se mentent continuellement, du moment où ils arrivent au bureau jusqu'à quand ils partent le soir, sur quelque chose d'important, qui est qu'ils pensent qu'ils ont distribué le travail équitablement à travers leur organisation. Ils ont même un exercice dit budgétaire qu'ils refont avec diligence chaque année, et à la fin, ils disent, oui, là, il y a 18 personnes, c'est normal, s'il y en avait 16, c'est pas assez, s'il y en avait 20, ce serait trop. Et là, il y en a 40, c'est normal, etc., etc. J'ai équilibré le travail dans mon usine. Dans ma société, en R&D, il y en a 24, etc.
Voilà. Il y a juste une répartition tout à fait équitable du travail. Et ça, c'est complètement faux. Ce n'est plus possible. On n'arrive plus à distribuer le travail correctement. Et en fin de compte, on a un monde déséquilibré dans lequel certains ont trop de travail et d'autres n'en ont pas assez. Et donc derrière ceci, on arrive nécessairement à quelque chose dans lequel on a une ou quelques contraintes dans le système qui sont en fin de compte, elles qui déterminent la performance de l'ensemble de l'organisation, entourées par des non-contraintes. Et c'est ça la théorie des contraintes, et ça casse tout, parce que ça veut dire que toute tentative de trouver un optimum local est contre-productif. Et donc, voir quelqu'un dans sa société qui ne travaille pas et aller l'engueuler, il y a quand même 8 chances sur 10 que c'est une erreur. Parce que la plupart des organisations, des personnes, des machines sont des non-goulots, et ils devraient apprendre à s'arrêter de travailler. Alors, donc on a le déséquilibre entre les charges et les capacités qui est devenu inévitable, et donc qui a quelque part dans le système une contrainte, un goulot, et ce goulot va déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Perdre 1 heure là-dessus, ça va casser 1 heure de chiffre d'affaires, mais par contre, pour toutes les autres ressources non goulot, c'est pas du tout vrai. Donc ça ne sert à rien de produire plus ici. Et pourtant, il y a quelqu'un qui est en train de s'en occuper en ce moment même. Pourquoi ça s'est arrêté? Ok. Donc on a ce que moi j'appelle une vue duale. Attention, il faut apprendre à vivre avec 2 types de règles dans une organisation, celle pour les goulots et celle pour les non-goulots. Et quelque chose que vous allez retrouver avec délice, je pense, dans la gestion de projet, la somme des optimums locaux n'est pas égale à l'optimum local. Et on en parlait à l'instant, juste avant de rentrer ici, c'est un des problèmes de la chaîne critique, c'est que ça tue le micromanagement. Le micromanagement essaye d'optimiser chaque bureau, chaque personne, etc. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est très destructif. Brièvement, l'analogie de la production qui s'appelle le drum buffer rope ou le tambour tampon corde. On a un système avec un goulot quelque part. Okay, donc le tambour, c'est-à-dire qu'on va décider comment on utilise cette ressource en premier, c'est elle qui va battre le rythme de l'ensemble. Hein. On va décider ce qui se passe ici en premier. Donc on fait ça, on fait l'ordonnancement, la planification, comme vous voulez, de cette ressource. Et ça, c'est le tambour. Ensuite, on fait la corde. C'est-à-dire que puisqu'on a décidé de faire ce produit-là dans 10 jours et que ça prend 3 jours pour faire les opérations avant, je vais lancer la production en question 10 moins 3, 7, dans 7 jours. D'accord? Et parce que le monde est fait d'aléas, etc., et que je ne suis pas sûr que ces 3 jours-là soient respectés, je vais en fin de compte installer une petite protection devant cette ressource, et je vais faire en sorte, par exemple, que tous les produits qui sont prévus pour être transformés par celle-ci arrivent avec une protection de 2 jours. Ils vont toujours arriver 2 jours avant. Comme ça, s'il y a 2 jours de problème en amont, mon goulot, ce que j'ai prévu de faire avec, va pouvoir produire correctement. Et donc ça va protéger le débit, hein, que cette ressource ne soit jamais perturbée par un problème en amont. Et de même, pour respecter le respect des délais, il y a un deuxième stock tampon à la fin. Partout ailleurs dans le système, il devrait y avoir à peu près 0 en cours, 0 stock. Ça ne sert à rien ailleurs. Alors, le processus d'amélioration de la théorie des contraintes est celui-ci, et il est assez simple à expliquer, un peu plus compliqué à vivre. Premier point, identifier les contraintes d'un système. C'est assez facile dans une usine avec des machines, etc. C'est un peu plus compliqué, je vais en parler, dans les projets. Où est la contrainte de capacité dans ma réalisation d'un portefeuille de projet. On décide donc, c'est le drum, le tambour, comment on va l'exploiter. Il y a exploiter et élever, donc ça c'est sans qu'on investisse ni du temps ou de l'argent. Subordonner toute la décision, c'est la corde, c'est-à-dire que les non-contraintes doivent travailler en fonction du besoin de la contrainte et pas en fonction de leur propre potentiel. D'accord? Donc si quelqu'un suit le taux d'utilisation d'une machine, non goulot, c'est une erreur. Ça ne sert à rien. Une fois qu'on a mis en place ces 3 premières étapes, il y en a une donc, là où on commence à investir de l'argent, qui est, puisque j'ai un système avec le chiffre d'affaires qui est déterminé par ça, je peux peut-être acheter une nouvelle machine, embaucher quelqu'un pour en faire plus. Okay, donc ça c'est élevé. Et si en élevant, je dégoulotte une étape, attention, le goulot est passé ailleurs et je recommence. Ok? Le plus difficile pour des questions managériales, c'est celle-là. Parce qu'il faut apprendre à arrêter de travailler.
Ça, c'est juste la chronologie de... voilà. Quand François et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, là-bas, avant Internet. Et puis, bon, quelque part au milieu, il y a la chaîne critique qui est arrivée. Hein, donc, il y a un roman... Elie Goldratt aimait bien les romans. Modeste comme il était, il a dit « Je m'inspire de la Bible hein, ». C'est un bouquin, une histoire pour vendre un concept. Aujourd'hui, la théorie des contraintes a un certain nombre de sous-ensembles. Je viens de vous parler très brièvement de celui-là. On va parler de celui-ci. Sachez que les mêmes idées se déclinent dans la supply chain, dans le marketing et les ventes. Celui-là qui fait très mal dans les finances. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit dans vos formations sur les finances. Thinking processes, c'est un truc horriblement prétentieux de certaines parties de la secte de la théorie des contraintes. Je vais vous apprendre à réfléchir. Et puis, je pense que, comme beaucoup de choses, on n'est même pas à mi-chemin du développement des idées. Donc, qu'est-ce qui viendra après? Alors, chaîne critique. La chaîne critique, le titre de cette conférence, vous permet de terminer tous vos projets à l'heure. Il n'y a aucune raison, en fait, de rater un projet. Et pourtant, ceci est complètement perdu de vue. Il y a un défaitisme dès que quelqu'un aborde un quelconque projet, parce que tout le monde les rate. Hein. Un nouvel avion, le tunnel sous la Manche, n'importe quoi, un nouvel immeuble. Soit on explose le budget, soit on rate le délai, soit on perd la moitié des fonctionnalités ou des spécifications en cours. Okay, et donc les gens, en fin de compte, ils partent perdants dès qu'ils lancent un projet. Oui, on espère le terminer en juin, quoi. Mais c'est pas grave si c'est un an plus tard. Ceci, et je le pratique avec des industriels dans la vraie vie, etc., permet de terminer tous ces projets à l'heure. Voici donc les résultats obtenus et recensés dans un livre de début 2013 sur 59 projets qui ont été correctement documentés de mise en œuvre de chaîne critique. Et dans cet échantillon, il constate que donc la durée des projets est de 39%. La productivité ou l'efficience est augmentée de l'ordre de 50%. C'est difficile à calculer ce genre de choses dans les projets parce qu'il n'y a pas de répétitivité. Donc on n'est jamais sûr que les projets qu'on fait à l'avenir sont comparables à ceux du passé. Donc il y a des chiffres, on peut soit compter sur des choses du genre le nombre de projets qu'on a fini par an, hein, le développement de nouveaux produits, combien j'ai lancé de nouveaux produits par an, ou le throughput, excusez-moi, en termes de la théorie des contraintes, le chiffre d'affaires pour rester très simple aujourd'hui, quand on est une société d'ingénierie qui vend justement des projets. La chaîne critique. Alors, vous pouvez dormir avant et après ces 3 slides, mais si vous voulez comprendre la chaîne critique, c'est les 3 slides qui viennent. On imagine un projet, par exemple, de développement de produits, dans lequel il y a une phase de proof of concept, une phase de prototypage et une phase de pré-série, par exemple. D'accord ? Alors, comment on a ce nouveau produit qu'on va sortir? On est dans une ETI de 500 personnes. On va voir le responsable qui va s'occuper du proof of concept. Montre-moi que cette idée, elle est faisable, que je ne rêve pas. Il regarde le truc, il se dit bon, ça c'est un peu tordu, c'est un peu curieux, il fait semblant de réfléchir, il dit qu'il ne peut pas répondre tout de suite, il regarde par la fenêtre et il dit bon, je pense qu'il y en a pour 4 mois. Voilà. À base de quel chiffre? Qui sait, hein, ça ne se calcule pas ces choses-là. Donc, bon, très bien, dans 4 mois. Il va voir le suivant qui s'occupe de toute l'activité prototype. Il lui dit si je t'amène ce nouveau projet en juin prochain, tu as besoin de combien de temps pour faire le prototype? Pareil, il regarde par la fenêtre, il compare, il fait semblant de réfléchir, etc. Il dit, comme la dernière fois d'ailleurs, 16 mois. Ok? C'est pas calculable le temps que ça va prendre en fait, hein, mais c'est une habitude, c'est un genre de négociation entre le patron et cette personne, et on s'en est satisfait. Et enfin, il va voir le dernier et on lui dit 12 mois. Ok? Donc on fait le projet et on le termine par ici, quelque part. Hein? En pratique. Il n'y a même pas 30% des projets qui terminent à l'heure, hein, tout confondu à travers le monde. Okay, donc il y a un certain retard. Et le problème, c'est qu'on a tué le succès du projet, justement, déjà. Parce qu'on lui a posé la question, quand est-ce que tu auras terminé là? Ce qui est un optimum local. Ça n'a absolument aucun intérêt de savoir quand le projet va passer ici. La seule chose qui compte, c'est quand on va pouvoir vendre le produit à la fin. Le reste est absolument sans importance. Et c'est du micromanagement que de s'intéresser à cette date. Qu'est-ce qui va se passer si on fait comme ça et on lui demande « tu l'auras fini quand ?» Qu'est-ce qu'on lui a demandé? En fait, on lui a demandé un engagement. Tu auras fini ça quand? Je viendrai avec une batte de baseball si tu as 2 mois de retard. Là.
Okay, donc, puisqu'il s'est engagé à faire quelque chose dont il ne sait pas calculer la durée, il a pris sa marge de sécurité. Hein? De même, le deuxième et le troisième. Donc, dans le temps, en fin de compte, il y a le temps réellement d'exécution qu'il a deviné, et il a rajouté une marge de sécurité pour être sûr de pouvoir tenir son engagement. OK? Bon, très bien. On a gagné le projet, on le fait. On a le go, le business case est bon, c'est parti. Il reçoit le feu vert. Est-ce qu'il commence? Ben non, il a 4 mois devant lui, il n'y a que 2 mois de boulot. Donc, il a un autre truc sur le feu, donc de toute façon, il ne va pas commencer le premier mois. Il va peut-être faire semblant si le chef est dans les parts. Oui, oui, j'ai commencé, chef, je regarde, il y a un plan là. OK? Mais pas la peine de commencer. OK? Il le fait, c'est beaucoup plus facile que prévu, et en fin de compte, en 2 semaines, il a fini. Ce qui arrive très fréquemment dans les logiciels. Hein. Le temps qu'il faut pour faire un nouveau programme, parfois on copie-colle celui d'avant et on le fait en 2 jours quand on a dit que ça allait prendre 2 mois. Hein. Donc on a fini beaucoup plus vite que prévu. On va voir le chef en lui disant « Chef, c'est bon ?» Non. Pourquoi? On a encore de la marge. Pour la prochaine fois, il ne pourra pas. Bah oui, parce que si on vient lui dire, ouais, je vais faire 2 semaines, il va dire, bah la prochaine fois, hein, tu me diras pas, tu as une visibilité de 4 mois. Tu vois bien, je t'avais dit que tu pouvais faire beaucoup plus vite. OK? Puisqu'il n'y a aucun chiffre concret là, dans toutes ces histoires. S'il revient tout d'un coup en disant, j'ai fait beaucoup plus vite que la dernière fois, il se prépare des négociations beaucoup plus compliquées pour le produit suivant, le projet suivant. OK? Puis un dernier phénomène qui est appelé le phénomène de l'étudiant, hein, pendant qu'on y est, qui est, on va commencer quand, hein, et c'est basé sur l'idée, qui ne concerne pas les gens ici présents, qui est que si on vous donne un devoir, si en plus vous négociez le délai en disant « Oh non, 1 semaine, c'est pas possible, j'ai beaucoup de boulot », vous demandez 2 semaines, est-ce que vous allez commencer la première semaine? Non. La deuxième semaine? Non. Vous allez commencer 6 heures avant, en pleine nuit. Hein. Et là, vous allez découvrir que vous n'y comprenez rien dans la question et que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. OK? Ben ça arrive même chez les grands. Hein, je vous le... OK? Donc, la chaîne critique dit tout simplement, ça ne sert à rien d'installer des sécurités locales parce qu'on les gaspille tous. Tout ce qui peut arriver avec ce mode de management et cette façon de faire, c'est que s'il y a un vrai pépin, on va prendre du retard, et si on a de l'avance, on va la gaspiller. Elle va disparaître, elle va s'évaporer, elle va rester sur un bureau. D'accord? Et voilà, c'est comme ça qu'on a tous les projets qui terminent en retard. On ne peut pas prendre de l'avance, on ne peut que prendre du retard. OK? Donc, la chaîne critique dit, eh ben, on va réduire les temps, on va enlever les sécurités locales, on va mettre toute la sécurité de manière collective à la fin, elle appartient à tout le monde, cette sécurité, et on va faire le projet comme ça. Et on va travailler en transparence et en confiance. D'où le fait qu'au-delà de l'algorithme, c'est un problème managérial. J'ai mis ici, juste pour simplifier, comme cas d'école, qu'on divisait par 2. C'est vrai que de manière empirique, nos constats, c'est qu'en général, on peut, entre les pratiques avant et les pratiques chaîne critique, diviser par 2, mais ce n'est pas 2 de chaque tâche. Hein. Je prends un exemple de développement pharmaceutique. Il y a une étape où on doit le garder au frigo pendant 1 an pour montrer qu'il est stable. Bah, il restera au frigo, c'est légal, 1 an. Hein. Donc on ne peut pas comprimer toutes les tâches. Mais par contre, la tâche juste après, qui était d'écrire le rapport pour dire ouais, c'est stable, la personne avait mis 2 semaines pour écrire le rapport. Quand le rapport faisait 5 pages, je lui ai fait remarquer que ça faisait quand même seulement 1 mot à l'heure. Et on a accepté que peut-être le rapport pouvait être écrit dans la journée. Quoi. Okay? Donc en moyenne, c'est vrai qu'on trouve ça. Et le buffer, il est conséquent quand même. Hein. Ça varie, mais par exemple à peu près 1/3 du projet. Okay? Donc ça, c'est comme ça qu'on replanifie un projet. Et après, l'autre partie de la magie, c'est dans son exécution. On sait jamais, personne n'a vraiment trouvé la bonne traduction pour ce graphique. Il est appelé le fever chart, le graphique des températures en anglais américain, et donc souvent appelé comme ça en France. C'est un graphique qui montre en fin de compte la consommation du buffer. Donc ici, on a le déroulement du projet depuis son début à sa fin. D'accord? Je commence le projet là, et je le termine ici. Et là, on a la consommation du tampon global du projet. Ici, il n'est pas consommé, et là, il est totalement consommé. D'accord? Donc, on a mis cette durée-là du projet, et sur l'autre axe, on a mis le buffer. D'accord? Donc, ici, il y a 16 mois de réalisation. Là, il y a 8 mois. En fin de compte, pour ce projet, on devrait trouver 16 mois ici et 6 mois là. Vous me suivez? OK? Et on démarre.
Et c'est parfaitement normal, malgré tout ce qu'on a fait, qu'on prenne du retard, qu'on consomme du buffer dès le début. Donc il s'est engagé à le faire en 2 mois, mais finalement ça lui a pris 2 mois et 2 semaines. Bon, tant pis, c'est la vie. De toute façon, on est dans un projet, c'est non répétitif. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre exactement. Et le projet continue à se dérouler comme ça, on garde. Très bien, on est en avance. Tout d'un coup, quelqu'un rencontre un problème quelconque. Et il passe dans la partie rouge. Là, on regarde de plus près en se disant, si ça continue comme ça, on va rater le projet. On rajoute des moyens, on fait quelque chose, et hop, on le termine, par exemple, comme ceci. On le termine en avance. N'est-ce pas? Parce que le seul moyen, dans un monde aléatoire, de terminer tous ces projets à l'heure, c'est de viser à terminer systématiquement avec un peu d'avance. Comme dans le modèle de production, si je veux respecter tous mes délais, je termine avec quelques heures ou quelques jours d'avance la commande. Comme ça, je suis protégé contre les aléas. Ok? Bon, alors, on vient dans un discours, dans un truc comme ça, et on présente des jolis graphiques, ça a l'air compliqué. Mais si vous allez prendre un avion à l'aéroport de Nantes, en fin de compte, vous planifiez exactement en chaîne critique. Hein. Vous dites, je ne veux pas rater mon avion, je vais avoir 45 minutes dans la salle d'attente, hein, buffer à la fin. S'il n'y a pas de circulation, je ne vais pas m'arrêter en route en me disant, tiens, il y a moins de circulation que d'habitude. Hein, je vais prendre de l'avance. Et donc je arriverai peut-être avec 1h15 d'avance, si ça roule très bien. Ok? Donc voilà, en fin de compte, c'est très compliqué tout ça, mais c'est comme ça qu'on organise soi-même un quelconque projet. Hein. Si les choses vont plus vite que prévu, on en profite. Et la sécurité, on l'a mis à la fin. Donc voilà, c'est ça la chaîne critique. Ça, c'est la chaîne critique en monoprojet. Ce qui est aussi fascinant pour ceux qui sont concernés par ça, c'est la même chose en multiprojet. On répète la même chose sur tous les projets de son entreprise, et on a le même graphique, sauf que là, au lieu de présenter un projet, on a un portefeuille de projets, et on peut représenter l'ensemble de son activité de cette manière. Okay. Ce cas est pris, en fin de compte, d'un cas que je présenterai tout à l'heure, qui est la société E2V à Grenoble, et tout à fait standard d'une bonne mise en œuvre de chaîne critique, c'est-à-dire qu'il y a 85% des projets qui sont en avance. Et ils vont terminer en avance. Ce qui fait que, si j'ai un problème, quand j'ai un problème, à un endroit donné, c'est très simple, je n'ai pas besoin de hurler dans tous les sens entre 2 projets qui sont en retard. Je dis stop, projet 18, projet 20, vous êtes trop en avance. Pendant 1 mois, vous allez aider le projet 1 qui a besoin de vous. Ok? Et pour ceux qui connaissent la vie de l'entreprise, de vrais portefeuilles de projets, ce n'est pas une engueulade entre le projet du patron très très important, mais seulement un peu en retard, et le projet très 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 en retard, mais pour un client moins important. On a de l'avance. Donc on peut jouer quelque chose qui n'est pas du perdant-perdant. Ok. Et voilà, c'est la chaîne critique. Alors je vais vous donner un peu plus de détails. Là, je ne vais pas le lire, c'est normalement le texte pour réviser de ce que je viens de dire sur les différents problèmes rencontrés et traités par la chaîne critique. Alors, j'ai fait exprès de ne pas décrire qu'est-ce que c'est la chaîne critique. C'est différent du chemin critique, pour ceux qui connaissent un peu la gestion de projet. Parce que ça prend en compte les conflits de ressources. Le chemin critique est quelque chose qui permet, en rajoutant les durées des tâches, de déterminer la séquence la plus longue et donc la durée, soi-disant, du projet. Sauf qu'elle ignore la capacité des ressources, et s'il y a une ressource qui doit faire 2 choses en même temps, il ne le verra pas. D'accord ? La chaîne critique, c'est très simple. C'est le chemin critique, mais dans lequel on a, si une personne avait 2 choses à faire en même temps, on a prévu qu'elle ne pouvait pas les faire les 2 en même temps, et nous avons donc Estelle, là, par exemple, qui commence, elle fait d'abord une tâche, et après une autre, l'une après l'autre, puisqu'elle ne peut pas faire les 2 en même temps. D'accord ? Et ça donne la chaîne critique. Ok ? Alors, curieusement, la chaîne critique, ça veut dire qu'elle est plus longue que le chemin critique. Et pourtant, avec cette approche, on réduit les délais. Pourquoi ? Parce que la durée de chacune des tâches ont été comprimées par à peu près un facteur de 2. Ok ? Donc la chaîne critique que vous avez là, c'est le chemin critique, mais en prenant en compte le fait qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois. C'est aussi simple que ça. On voit aussi sur ce graphique un autre point, le tampon projet, j'en ai déjà parlé, mais on a des tampons auxiliaires qui sont là, qui sont que toutes les parties non contraintes du système doivent être asservies à cette partie critique du projet. Et donc, ces gens-là vont faire en sorte qu'ils ont fini leur partie qui doit contribuer au projet ici, avec une certaine avance. Comme ça, s'ils ont un problème, un aléa ou je ne sais quoi, ils ne remettront pas en cause la partie critique. D'accord ? Si ça, c'était, je vous donne un exemple tout bête, mais
il n'est pas si rare que ça arrive comme ça. Si ça, c'est le développement, le lancement d'un nouveau produit, et que ça, c'est la campagne marketing, publicité, etc., ben, on va dire, s'il vous plaît, marketing, terminez la campagne de publicité, etc., avec 1 mois d'avance. Ça évite, ce que j'ai vu dans certaines sociétés, que le produit il est prêt, mais la campagne de marketing ne l'est pas. Voilà. Alors, autre point, donc, qui est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas accepté le déséquilibre inéluctable dans les entreprises. Hein. La vitesse avec laquelle on va pouvoir faire un projet n'est que déterminée par ce qui se passe sur la chaîne critique, et pas ailleurs. Et la chaîne critique pour un projet ne se passe que dans un endroit à un moment donné. Okay ? Donc, une entreprise qui a l'impression d'avoir plein de travail partout, etc., parce que tout le monde, vu qu'ils sont jugés sur le fait que le travail est équitablement distribué, donc tout le monde est goulot, donc tout le monde doit faire semblant de travailler, etc., donc tout est important. La théorie des contraintes dit l'inverse, hein, d'où l'importance de la focalisation sur ce qui est important. Elle dit que dans une entreprise, même du CAC 40, mais qui a dans son portefeuille une quarantaine de produits en cours de développement, il n'y a que 40 personnes ou 40 endroits dans la société qui sont en train de déterminer l'ensemble des performances de la société. Okay ? Alors, pour s'assurer que les choses vont au plus vite sur cette chaîne critique, hein, qui déterminera la performance de l'ensemble du système, il y a le principe du bâton de relais, pour ne pas perdre de temps dans les transferts du dossier d'une organisation à une autre, que nous, on symbolise bêtement par des mascottes atypiques qui vont suivre la chaîne critique physiquement. Et ce truc-là, par exemple, c'est quand même un jouet pour un enfant de 3 ans. C'est un cochon d'à peu près de cette taille-là, qui va suivre le projet pour que quand on voit c'est pas un petit truc qu'on va rater. Donc quand il y a ce gros cochon rose devant le bureau du patron ou devant tel ou tel bureau, c'est attention, c'est là la chaîne critique est là. Ne perturbez pas, n'allez pas les embêter, ils sont dispensés de réunion, c'est pas grave s'ils sont en retard de lecture de leur mail, etc. Parce que c'est là que ça se passe. Ok ? Voilà, et donc c'est pas juste une bêtise de consultant. Hein. La vérité derrière ça, c'est qu'on peut faire en sorte que l'ensemble de l'activité projet d'une entreprise aille beaucoup plus vite, juste en faisant courir à un moment donné 1% de ses ressources. Une fois qu'on a fait ça, et imaginons qu'on est dans le cadre d'un portefeuille de projets. Donc on a une société industrielle qui a plusieurs projets en cours de développement, avec différents services qui font les différentes étapes. Il y a l'ingénierie mécanique, électronique, etc., etc. La théorie des contraintes dit que quelque part dans le système, il y a plus de travail qu'ailleurs. Il y a bien une contrainte. Hein. Je reviens à mon dessin de la cuve. Okay ? Et il faut trouver cette contrainte. Une fois qu'on a trouvé cette contrainte, on rentre dans la démarche d'élever, etc. Okay ? Dans un monde avec des chiffres, comme une production, une usine, les budgets, on les fait avec des temps unitaires, des calendriers de machines, etc. Et pourtant, ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, moi je trouve entre 30 et 60% d'excédent de capacité un peu partout dans l'usine. Toujours. Même chez les meilleurs. Okay ? Et ça, c'est avec les chiffres. Vous imaginez quel genre de déséquilibre il y a dans le vrai monde d'un bureau qui fait de l'ingénierie où il n'y a aucun temps unitaire. Hein, on ne sait pas si ça prend 100 heures ou 70 ou 400 pour dessiner le plan de la nouvelle turbine de cette centrale. On n'a pas idée. Il y a un nouveau truc, etc. Est-ce que c'est simple ou compliqué? On n'en sait rien. Okay ? Donc si dans une production d'usine, on a des excédents de capacité de 30 à 60%, en R&D, c'est encore pire. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un service métier. Malheureusement, parce qu'on est toujours en retard par rapport à là où on va, etc., c'est souvent les métiers nouveaux d'électronique, de software, etc., hein, où on n'a pas assez de monde, pas assez capable, etc. Donc il peut y avoir un service métier qui peine. Ça peut être, et assez souvent ça l'est, 1 ou 2 personnes, selon la taille de la société, peut-être jusqu'à 10, qui sont les grands experts, souvent partant à la retraite bientôt, qui savent l'intégration de l'ensemble de la complexité mécanico, électronico, fonctionnelle, etc. du truc, et qui doivent être sollicités sans cesse pour des questions qui tuent, du genre, est-ce que chef, tu crois que je peux, sur cette tolérance, tricher comme ça, là ça va pas, etc. Okay ? Donc voilà, on a une organisation de 1000 personnes et en fin de compte, le chiffre d'affaires est déterminé par 2 personnes sur 1000. On a une organisation de 1000 personnes et le chiffre d'affaires est déterminé par le travail de 2 personnes. Ok ? Bien. Et ces personnes-là, on tue leur productivité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler de manière sereine et normale.
Ils arrivent au bureau en se disant je dois valider le projet Dupont en arrivant vite, vite, vite. Mais quand il arrive, il y a un coup de fil, il y a son patron qui l'attend dans le bureau, il fait autre chose et il part le soir en disant j'ai toujours pas réussi à valider le projet Dupont. Ok ? Donc ils ont 4 téléphones sur eux, 3 personnes qui courent après, etc. Ils ont une productivité nullissime parce qu'on ne les permet de jamais travailler. Ils font des erreurs, ils plantent tous les projets lentement. Les phases de test, c'est aussi un grand classique, parce que les machines de test coûtent de plus en plus cher, qu'on met de plus en plus de tests dans les spécifications, etc. On a souvent, en phase de test, une contrainte de capacité. Si on veut contrôler un système comme celui-là, il y a aussi une autre petite règle qui est probablement la partie la plus difficile, aussi bien en production d'ailleurs qu'en projet, qui est que si on veut éviter de terminer les choses en retard, que ce soit une commande dans une usine ou un projet, il ne faut surtout pas la commencer tout de suite. D'accord ? Je ne sais pas si vous faites la loi de Little et tout ça dans vos formations, mais oubliez un instant le truc. Imaginez qu'ici, j'ai un goulot là, qui fait 1 litre par semaine. D'accord ? Il y a 60 litres dans les cuves. Une nouvelle goutte, une nouvelle commande arrive. Combien de temps ça va prendre pour sortir ? 60 semaines. On est d'accord ? La même société, avec les mêmes machines, les mêmes personnes, ils ont seulement 20 litres dans leur système. Une nouvelle commande arrive, ça va sortir dans combien de temps ? Dans 20 semaines. Bref, les délais qu'on a, ce n'est pas les délais qui sont imposés par les machines ou je ne sais quoi, c'est le temps qu'on se donne pour faire les produits. Okay ? Et c'est pareil avec les projets, hein ? Exactement pareil. La durée des projets n'est pas proportionnelle à leur complexité, mais au nombre de projets en cours dans une société. Okay ? Donc ça serait bien, mais les Américains y arrivent beaucoup mieux que les Français. Quand ils ont compris ça, ils disent bon, on arrête la moitié des projets, stop. Montre-moi la liste. Kill, 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 stop, 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 stop. Voilà, maintenant la moitié moins, on va 2 fois plus vite. Un peu plus difficile à faire en France, mais la logique est indéniable. Ok ? Donc, ce qu'on doit faire en tout cas, c'est une fois qu'on a mis le système en place, c'est comprendre l'importance de la décision du lancement juste à temps d'un nouveau projet, et surtout pas trop tôt. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est créer du multitâche à travers le système. Pour rien. De toute façon, il ne peut pas passer là avant telle date. Il y a d'autres choses plus importantes à faire. La partie comportementale, je ne sais jamais, surtout qu'on n'a qu'une heure ensemble, comment l'apprendre et comment en parler. Mon travail, notre société, etc., c'est quand même au moins les 3/4 de notre temps de salive, de temps de réflexion, etc., c'est faire évoluer les comportements individuels et collectifs. Et nécessairement, c'est des choses qui fascinent, plus on a de l'expérience là-dessus. Donc, excusez-moi si ça fait un peu réducteur, c'est difficile de parler de ces choses-là très vite et bien. Le problème avec la chaîne critique, c'est un problème de confiance. Il faut que le management à tout niveau ait confiance. Pour vraiment y arriver, ce qu'on va faire, c'est mettre des primes salariales sur le respect des tâches. Hein ? Donc il l'a fait. Maintenant, ils ont tous leurs primes à 98,9%. Les durées des projets sont 2 fois plus longues qu'avant. Bah oui, parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient négocier un délai, c'est une négociation salariale. Donc pour être sûr de toucher sa prime, il dit non pas 2 mois, mais il dit 6 mois, chef. C'est vachement compliqué cette fois-ci. C'est très très compliqué. Ok ? Donc voilà. Et puis, vu que dans le monde où ils n'ont pas de chiffres, ils reviennent de « Ah, je reviens d'Inde, j'ai un super projet, il faut le faire tout de suite et pour hier », on essaye de réfléchir et de calculer quand est-ce qu'on va pouvoir faire ce projet par rapport à ce qui passe avant ou pas, etc. Donc on fait ça et on ne lance pas le projet tout de suite pour faire plaisir à tout le monde, pour faire plaisir au marketing, etc. On dit non, c'est bien, c'est très bien, mais on va le commencer dans 4 mois parce que pour le moment, on a autre chose. Okay. Et les interruptions autoritaires, il y a le gros client Intel, Carrefour a appelé, arrêtez tout et faites Carrefour, et puis le lendemain il change d'avis et il leur fait faire autre chose. Et si un projet ne va pas bien, allez, je veux tout le monde dans mon bureau. La direction, les responsables de fonction ou de métier, c'est pareil. On peut revenir sur ces histoires-là dans les questions-réponses. Hein. Le job de manager de projet change complètement. Le manager de projet dans le monde normal, hors chaîne critique, c'est quoi? Certains l'appellent l'effet Pavarotti, c'est le beau parleur. Le bon chef de projet, c'est le type qui arrive à convaincre tout le monde de planter les autres projets, tous les autres projets sauf le sien. Le mien passera avant tous les autres, et voilà, je suis un bon chef de projet. Hein? Donc le charisme, le machiavélisme, je passe derrière et je pré-réserve des ressources 3 mois en avance pour être sûr de les avoir, les meilleurs, etc. Voilà.
Et dans le management de projet chaîne critique, c'est beaucoup plus sain et simple. Il doit s'assurer que l'exécution le long de la chaîne critique se fait parfaitement et garder un œil sur les différents buffers, tampons, pour s'assurer qu'il ne va pas être embêté par quelque chose de non contraint. Je vais m'essayer à vous parler de cas de mise en œuvre. C'est quand même pas facile parce qu'on parle de gestion de projet. Et quelque part, la gestion de projet, c'est à peu près 80% de ce qu'on fait. Développer un logiciel, c'est un projet. Développer un aircraft carrier, c'est un projet, etc. Donc, c'est un peu partout le truc. Et c'est pas facile de ce fait d'éviter la réaction de quelqu'un qui dira « Oui, mais nous, on ne fait pas des choses comme ça ». Donc, je vais vous donner un échantillon de ce que c'est. Mais bien sûr, donc, il se trouve que la chaîne critique est surtout utilisée dans le développement des produits du fait du fort enjeu et la mauvaise performance de cela. De plus en plus utilisée en BTP dans les grands projets d'ingénierie, de centrales, etc. Historiquement, beaucoup utilisée dans la maintenance, l'entretien et la rénovation d'équipements, en particulier des avions et des trains et des choses comme ça. Les développements logiciels, mais dans ce cas-là, il y a une approche dont j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent, agile. Donc c'est souvent associé avec les méthodes agiles. Et le etc., un gros etc., parce qu'il y a beaucoup d'autres types de projets possibles. On ne sait pas exactement combien il y a de projets. Méfiez-vous, je suis un horrible consultant. Je pense qu'il y en a 3000 à peu près, un peu conséquents. Historiquement, tout ça s'est développé aux États-Unis. En général, l'Europe, l'Angleterre, la France ont une dizaine d'années de retard par rapport à une nouvelle idée. Là, on frôle les 20 ans, c'est dommage. Ça se passe étonnamment bien au Japon pour différentes raisons. L'équivalent de la direction départementale de l'équipement au Japon impose l'utilisation de la chaîne critique pour réponse à appel d'offres et exécution des projets. Voilà. Et en France, vous allez voir, on est désespérément en retard. Il y a 500 cas recensés formellement dans ce bouquin-là. Vous avez la liste, il y a une liste ici de 400 cas. Là. Okay. Les plus connus sont Boeing. Boeing le fait dans toute sa société, aussi bien les avions que dans les satellites. Personne n'aime le mot théorie des contraintes, etc. Donc c'est rare de trouver le label horrible. Mais donc eux, ils l'appellent le Lean+. Procter & Gamble est historiquement également une société qui le pratique depuis les tout premiers temps. Leur projet interne s'appelle Speed, c'est le développement de tous les produits de Procter & Gamble à travers le monde. Mazda, la société Mazda a été à peu près sauvée par la chaîne critique dans le développement de leur nouveau moteur qui leur a permis de gagner tous les prix des Best Car of the Year en 2012 ou 13 en développant des nouveaux moteurs beaucoup plus économes en moitié moins de temps qu'avant. La NASA, ABB, AC Brown Boveri, US Navy, beaucoup, d'ailleurs toutes les forces armées américaines, et Delta Airlines, qui est un cas assez connu parce que ancien et très réussi aussi. Et ça a sauvé l'activité de Delta Airlines. Alors je vais décrire pour revenir plus près de chez nous les cas français il se trouve que je les connais tous plus ou moins bien. EDV a mis en place ça, les premiers en France, en 2007. Société à Grenoble qui fabrique des diverses puces spécifiques pour le militaire, aéronautique, spatial, médical, etc. Bref, les petites puces qui coûtent 1000 €, etc. pour en particulier des histoires d'optique. Ils ont mis en place la chaîne critique dans leur développement produit. Et ils ont fait exactement ce que je vous ai dit dans les bêtes slides conceptuels. Ils avaient avant des durées qui prévoyaient de 27 mois pour développer un produit. Ils avaient 55% de lateness, de retard, 25% de leur projet terminé à l'heure, et donc en fait leur projet prenait pour de vrai 38 mois. Ils ont mis en place la chaîne critique, maintenant ils sont à 23 mois, soit une réduction de 40, je n'ai pas fait exprès, hein. La moyenne de l'autre chiffre était à 39, là ils sont à 40, avec une forte amélioration du respect des délais. Bref, ils en sont très contents. EDV est aussi un peu particulière dans le sens où ils ne sont pas loin d'avoir utilisé la théorie des contraintes sous toutes ses composantes. Ils ont commencé en production, ils ont fait la chaîne critique, ils ont fait un marketing et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui utilisent la théorie des contraintes tout à fait largement.
CIA, j'ai fait exprès d'en parler parce que c'est tout autre chose en termes de typologie. C'est des petits projets assez répétitifs. CIA, c'est pas la CIA, CIA, mais presque. C'est service industriel de l'aéronautique et ça fait l'entretien des avions et des hélicoptères, de la gendarmerie, etc. Et l'entretien des transals. Et donc, ils avaient avant des interventions lourdes d'entretien. C'est une de ces 4 grosses opérations qu'ils allaient faire, hein, et ça leur prenait 150 jours. Aujourd'hui, ça leur prend moins de 100 jours. Et bref, ils immobilisaient avant 5 transals dans leurs ateliers en entretien. Ils sont passés à 3, ce qui a libéré 2 transals qui peuvent voler et servir à quelque chose, ce qui vaut au moins 300 millions d'euros de location qu'on ne fait plus chez les Russes de transals. Voilà. Et ça, oui, pardon, c'est donc petit, c'est-à-dire que vous verrez que je vous parle souvent de mise en œuvre qui prennent plusieurs années. Ça a été fait en 9 semaines, hein, la mise en œuvre, le basculement. C'est parce que c'est des petits projets, c'est pas aussi long que 2 ou 3 ans de développement produit. On doit basculer tout en même temps, et c'est pas du tout la même chose. Un leader européen du spatial, ça aussi, ça nous arrive assez souvent. Les gens, quand ils ont le temps, ils réfléchissent à ce nouveau truc, et c'est une mode, je ne sais quoi. Quand ils sont pris à la gorge et qu'ils ont un projet qui est en retard et qui va leur coûter une fortune, là ils sont prêts, ils ont tout essayé, etc. Donc il y a un certain nombre de projets qui sauvent des projets en retard. Ça c'en est un. Il se termine là en ce moment. Ils avaient pris du retard dans le développement d'un satellite. Il restait plus que 5 mois avant le tir. Et ils ne voyaient pas comment s'en sortir. Ils ont mis en place la chaîne critique, et donc ça fait ça. Hein. Donc là, on est arrivé, il restait 5 mois. Le planning disait que de toute façon, ils allaient rater le truc. On a fait ce que je vous ai dit, et on arrive à remettre la chose sous contrôle de cette manière. Encore un cas un peu différent, filiale d'un très gros groupe allemand, en fait, qui est une société d'ingénierie qui conçoit des cimenteries. Si j'en parle, c'est aussi parce que c'est pas inintéressant de se rendre compte que, par exemple, les réponses à appel d'offres sont aussi des projets, si on veut bien les regarder comme ça. Et d'ailleurs, ce serait bien d'être plus professionnel dans sa réponse à l'appel d'offres pour que l'appel d'offres, on le traite correctement et qu'on ne termine pas en envoyant n'importe quoi en réponse à un appel d'offres qui, après, vous dit « Ah, tiens bien, vous avez dit que vous pouvez faire ça pour 200 millions. C'est étonnant, c'est la moitié du prix des concurrents, on le prend, parce que vous avez fait une grosse erreur. » Ok, donc voilà, ils conçoivent des cimenteries, ils sont passés de 3 à 2 mois pour leur réponse, ils ont des taux de succès très conséquents. Voilà. Donc je répète, j'ai juste pris les cas en cours en France que je connais de sociétés de taille un peu conséquente. De mois en mois, et en fin de compte, il y a beaucoup plus de plus petits cas que j'espère on aura l'occasion de décrire dans la presse, etc., qui se démultiplient quand même, de PME où il y a une quinzaine de personnes qui s'occupent du développement produit et qui mettent ça en œuvre sans crier, tranquillement, et ça arrive de plus en plus souvent. Donc ça, c'est sympathique. Alors le comment mettre en œuvre, pour des petits projets concernant une dizaine de personnes, etc., il n'y a pas de problème pour faire ça tout seul en lisant quelques bouquins et le faire soit en une nuit ou très vite. Okay. S'il s'agit de transformer une société un peu conséquente de 500 millions, 5 milliards ou 50 milliards de chiffre d'affaires, même si, vous avez compris, c'est pas compliqué, la logique elle est simple, tout le monde peut la comprendre rapidement. Ce genre de transformation quand même dans les pratiques prend du temps. Et c'est une des particularités de notre société, on prend le temps de faire des transformations réelles, parce que ce qui me choque moi dans le conseil, c'est que du vent éphémère, c'est-à-dire que vous retournez 3 ans après le passage d'un consultant, il ne se rappelle même pas le nom de la société. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Je ne me rappelle plus, c'était un truc avec des contraintes. Donc nous, on prend le temps de vraiment transformer pour que véritablement les personnes comprennent et adhèrent et portent le nouveau projet, et en particulier qu'ils l'améliorent sans cesse. Parce que je n'aurai pas le temps trop de l'écrire, peut-être on en reparlera lors des discussions. C'est pas un one step. On ne fait pas ça une fois et on s'arrête. En fin de compte, on n'est pas du tout arrivé au temps sec du temps minimum d'un projet en faisant ce que je vous ai dit, en réduisant de 40%. On pourrait presque faire 40% de réduction chaque année. C'est jamais fini. Okay. Donc l'idée, c'est bien de faire en sorte que non seulement on est redevenu compétitif avec ces projets, mais que 5 ans plus tard, on sera encore 2 fois meilleur.
Donc on fait quoi? C'est très simple quelque part. On commence avec quelques projets, après on fait un portefeuille plus conséquent, après on généralise à l'ensemble de l'activité, et ce qu'on appelle le service après-vente, on revient juste de temps en temps pour s'assurer que ce n'est pas en train de s'évaporer ou de péricliter. Il y a différents chantiers qui sont concernés, à peu près dans l'ordre de l'importance le management d'abord, ou le comportement individuel et collectif. La principale clé là-haut, c'est tout simplement les chefs. Si le comité de direction a le bon mindset pour le faire, ça peut aller très vite et sans encombre. Vous allez dans des organisations avec des situations plus compliquées au niveau du board. Là, ça va être un peu sportif. Standardisation, j'insiste, parce que dans le brouhaha, le brownien de l'exécution normale des projets, on oublie tout standard. On dit qu'il n'y a pas deux projets qui se ressemblent, etc. Qu'en fin de compte, il y a beaucoup de standardisation possible quand même. Et ce qui est effrayant, c'est que parce qu'ils ont refusé les standards, on oublie des bêtises, de choses qu'on doit faire, mais parce qu'on a reparti d'une page blanche pour décider comment on fait quelque chose, on a oublié que bah oui, il y a l'assurance qualité, ah zut, il y a le fournisseur de l'emballage, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur la standardisation. Et même si là je vous ai parlé des idées entre guillemets révolutionnaires de la chaîne critique, sachez que nous, on est des grands fervents des grandes pratiques standards du Project Management Institute, etc. Enfin, j'ai rien à redire sur les parties historiquement décrites sur comment on fait une gestion de projet. Donc les WBS, on en est experts, et les standardisés, etc., etc. Beaucoup de travail sur la formation, bien sûr. Logiciel, j'en ai pas parlé parce que c'est quand même assez anecdotique, mais si vous êtes dans une grosse société, vous n'allez pas pouvoir faire ça à la main. Il y a des logiciels, mais ça coûte, ça n'a rien de compliqué. Ça commence à $50 par mois et ça monte à 700 000 euros. Mais voilà, c'est pour des très grands groupes. Nous, il se trouve qu'on rajoute toujours une chose qui est le management des risques. Dans la déconstruction totale de la gestion de projet, les gens arrêtent de calculer, d'estimer et de prévoir correctement les risques. D'accord ? C'est triste, mais c'est notre constat. Il photocopie l'AMDEC de la dernière fois, etc. Il dit oui, j'ai fait une gestion de risque. Mais le seul vrai risque qu'il y a dans un nouveau projet, personne n'en parle. C'est tabou. Et puis, nous on fait, mais c'est parce que je suis un grand fervent de la complémentarité entre le Lean et la théorie des contraintes, on fait beaucoup de Lean Engineering. Pour conclure, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a deux choses qui m'ont marqué dans ma vie professionnelle. Une d'entre elles, c'est Goldratt, la théorie des contraintes, et l'autre, c'est Toyota. Les deux me fascinent tout autant, et une des particularités de notre société, c'est que c'est une histoire de consultants et de sectes que de dire que c'est différent et que c'est incompatible. Moi, ça fait 25 ans que je les mets ensemble, il n'y a aucun problème. Okay, mais ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs choses se sont passées. D'abord, le Lean, le système Toyota, a pris une très mauvaise presse, pas seulement en France, mais dans d'autres pays anciennement premier monde, hein, c'est-à-dire en train de mourir lentement. On a juste enlevé la composante de croissance du modèle. Toyota est une société de croissance qui est devenue numéro 1, etc. Bref, quand ils font 7% de productivité dans une année, ils font 9% d'accroissement des ventes. Et donc, ils ne licencient pas. Tandis que le Lean modèle français, c'est un processus continu d'amélioration, de licenciement à base de mots japonais. Okay, donc, attention, le modèle Toyota est autre chose. C'est comme ça qu'ils sont devenus numéro 1. Depuis la machine qui va changer le monde en version française 1990, il y avait plusieurs chapitres. Il y en avait un sur la production, les gens l'ont copié pour faire du Lean. Celui juste avant, c'était comment on concevait des produits. Personne n'a jamais lu ce chapitre, ça s'appelle Toyota New Product Development System, et je pense que c'est redoutable. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils achètent une Toyota, pas parce que c'est fabriqué comme ça, mais parce que c'est conçu par Toyota et que ça ne tombe pas en panne. Et c'est absurde, donc on a du mal à copier le sujet secondaire, qui est comment on produit à la Toyota. Donc nous, notre passion, c'est d'essayer de faire ça. Pour faire ça, il faut qu'il y ait de la sérénité, de la réflexion, de la gestion du savoir-faire, des capacités, etc. On n'est pas capable, dans le bazar du projet en retard, de le faire. Donc nous, on commence, excusez-moi, les couleurs sont mal passées là. On commence par utiliser la chaîne critique pour mettre de l'ordre dans les projets, pour que les projets se terminent à l'heure, etc. Pour après faire la partie vraiment difficile, qui est de faire du développement produit à la Toyota. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour résumer, qu'est-ce que c'est donc la chaîne critique?
La phrase comme quoi méfiez-vous des optimums locaux, elle revient sous de multiples fois partout dans la théorie des contraintes, mais elle est tellement vraie que ça en est dérangeant. Ça ne sert à rien de regarder le détail. Il faut garder une vue globale et se dire c'est quoi qui compte, c'est les délais de fin. Okay, et oublier les délais des tâches. Il les faut pour calculer des choses, mais ce n'est pas un engagement. Si vous transformez ça en engagement, dans un monde incertain, ils vont mettre des sécurités incroyables et on va commencer à mentir, etc. Donc les marges de sécurité sont réduites localement, mutualisées dans un tampon projet et des tampons auxiliaires. On séquence les projets, on évite de noyer le système en lançant des projets trop tôt. C'est le juste à temps appliqué au projet, si vous voulez. Le juste à temps en production est souvent bien, je pense, expliqué comme essayer de faire couler les produits, un flux comme de l'eau dans la rivière, etc. Ça devrait être pareil avec des projets. Il faut essayer d'avoir un flux continu à travers son processus. Voilà, c'était la présentation. Alors, une seconde. Il y a donc cette présentation qui est déjà disponible sur Maris Consulting, tous les slides. Dedans, il y a ce que je viens de vous montrer, mais il y a aussi quand même, il y a toutes les références. Il y a le site dont j'ai parlé. Pour ceux qui n'aiment pas lire et qui veulent regarder ça sur YouTube, il y a une chaîne YouTube. Il y a des sites d'information permanents. Il y a les bouquins qui sont là. Je les ai amenés, même si vous voulez les tâter physiquement, pour ceux qui sont encore capables de lire du papier, sont là. Sous forme de roman pour ceux qui trouvent que les textbooks c'est ennuyeux. Ça c'est seulement pour les très motivés, mais c'est comme ça que ça marche. Mais si vous voulez, vous pouvez choisir. Soit vous achetez ces bouquins à 40 €, soit vous faites appel à des gens comme moi qui coûtent 100 fois ça par jour. Mais comme vous voulez. Je peux le dire, personne ne les lit. Donc, si vous lisez ça et ça, vous avez tout compris, vous le ferez tout seul. Prix 80 €. Mais sinon, nous, on est prêts si vous n'avez pas le temps. Voilà. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ?